Ceci est une version censurée de la vidéo pour YouTube. Pour voir la vidéo en version longue avec 2 chapitres supplémentaires, allez sur ma chaîne Odyssée en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Vous trouverez également sur ma chaîne Odyssée beaucoup de mes anciennes vidéos. 12 années sous les drapeaux à servir les intérêts de la France. Une carrière courte mais fascinante où ont alterné les moments de bonheur intense et les phases de grande souffrance. Une période si proche qui pourtant me semble déjà si lointaine. Une expérience dont je ne suis pas vraiment sorti indemne. L'armée m'a beaucoup pris, mais elle m'a également beaucoup donné. Si je suis ce que je suis, c'est grâce ou à cause de l'armée. Frères et sœurs qui avez choisi l'uniforme pour honorer votre patrie, à jamais vous avez mon respect. L'amour du soldat pour l'armée n'est pas réciproque. Le soldat le sait, mais il s'en moque. De mon incorporation à mon retour à la vie civile, depuis la forêt noire jusqu'au vignoble charentais, des montagnes de Yougoslavie aux forêts de la Côte d'Ivoire, je vous offre ma vie de soldat, je vous offre mon histoire. Voici les chroniques du guerrier de l'Apocalypse. C'est la peur au ventre que je t'écris cette lettre qui sera sûrement la dernière. Les Serbes opposent une résistance farouche, ils ne renoncent jamais, ils se battent jusqu'à la mort. Aujourd'hui nous partons pour Sarajevo, nous prenons d'assaut l'aéroport. Depuis un mois les combats sont terribles et nos pertes effrayantes. 86 hommes sont tombés cette semaine. Hier, le lieutenant est mort dans mes bras. Je sais maintenant que je ne reviendrai pas, je l'ai accepté, ça rend les choses plus simples. Je n'ai qu'un seul regret, celui de ne pas t'avoir dit combien je tenais à toi, quand j'en avais encore le temps. Tu fais quoi? J'écris une lettre bien mytho à une copine de lycée pour me faire mousser. Style ici, c'est le Vietnam et tout. Obligé à mon retour, je vais la pécho. Ouais, bah tu finiras tes conneries plus tard. Pour l'instant, viens jouer à la PlayStation. Je reprends la permanence dans 2 heures. Ok. Yougoslavie, Holocauste. Alors si vous vous attendiez à un épisode où je massacre des Yougoslaves à tour de bras, vous alliez être déçus. J'avais beau être en Yougoslavie, je faisais mon service militaire dans les transmissions, hein. J'étais pas chez les bérets verts. Depuis la fin de la guerre d'Algérie en 1962, l'armée française évitait autant que possible d'envoyer des appelés du contingent au front. Et pour cause. Plus de la moitié des morts de l'armée française en Algérie étaient des peignes-culs qui faisaient leur service militaire, et l'opinion publique voyait d'un très mauvais œil le fait d'envoyer au massacre des gamins tout juste sortis du lycée. En 1998, avec mon pote Letonia, on s'est porté volontaire pour partir en opération extérieure. Nos candidatures sont acceptées et nous nous envolons en Transal pour rejoindre l'opération Salamandre sous l'autorité de l'OTAN. La guerre de Yougoslavie a duré 10 ans, de 1991 à 2001. Alors je vais pas vous faire un exposé détaillé de ce conflit, mais en gros, dans un même pays, il y a des Serbes, des Croates, des Slovènes, des Albanais et des Bosniaques. Tout le monde se détestait et s'est entretué pendant une décennie dans la joie et la bonne humeur. Génocide, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ce conflit fut particulièrement brutal. Cependant, j'arrive sur la fin et dans la zone où je suis déployé, les combats ont cessé depuis plusieurs mois. Je participe à une mission de maintien de la paix, mais je ne suis pas une victime de casque bleu. Si on me tire dessus, moi j'ai le droit de riposter. Mon détachement dépend de la base militaire de Mostar, en Bosnie-Herzégovine, mais je suis affecté sur le camp de Paric, quelque part dans les montagnes. Il s'agit d'un relais de communication militaire qui, combiné avec d'autres relais similaires, offre une couverture radio sur l'ensemble du territoire permettant aux unités mobiles de communiquer avec l'état-major bien au-delà de la portée de leur système de communication. Paric est un camp de transmission internationale, nous sommes 10 Français, 4 Espagnols et 2 Italiens. À cela, il faut rajouter 5 commandos espagnols assurant la protection du camp. L'effectif français est composé comme suit. Un officier chef de détachement, un breton alcoolique particulièrement cool, un sergent-chef adjoint au chef de détachement, un nain alcoolique surnommé Bilbo le Hobbit, un sergent-chef alcoolique responsable énergie dont je me rappelle à peine, donc on l'appellera insignifiant 1, 4 sergents chefs de station, le Carfoufounek, un breton alcoolique sympa, le Toulousain, un alcoolique sans intérêt, ce sera insignifiant 2, Gros cul, un breton obèse et alcoolique particulièrement malveillant, Ratatouille, un colosse polonais alcoolique plutôt sympa, et pour finir, 3 soldats responsables des permanences radio et de l'entretien des groupes électrogènes. Le Tonia, mon pote alcoolique, Avrel, un géant famélique et alcoolique, et moi-même. Ma fonction durant toute cette opération extérieure consistera donc à tenir des permanences radio ainsi qu'à faire le plein des gros groupes électrogènes qui fournissaient l'électricité au camp. Ce travail étant particulièrement inintéressant, je ne m'attarderai pas sur le sujet. Je vais plutôt vous raconter tous les petits trucs rigolos qui se sont passés pendant mon séjour. Chapitre 1. Le musée des horreurs. Le camp de Paric, comme tout bon relais de transmission, se situait en altitude.
Il était de taille très modeste, environ 100 mètres de rayon. Avant que l'état-major ne décide d'y installer notre camp, ce site était déjà un relais de communication civile qui avait été le théâtre d'affrontements, car en temps de guerre, la destruction des moyens de communication est une priorité. La Yougoslavie était une zone particulièrement minée, des mines, il y en avait partout. Les routes avaient été déminées en priorité, et avant d'installer le camp de Paric, le terrain avait été minutieusement passé au crible par les démineurs. Mais seulement cette zone. Dès que tu mettais un pied dehors, c'était à tes risques et périls. Les démineurs avaient fait ce qu'ils pouvaient, mais tout un tas de merde plus ou moins dangereuse était passé entre les mailles du filet. Nous avions donc un musée des horreurs, une caisse où on entreposait toutes les saloperies qu'on trouvait au fil des années dans l'enceinte du camp. Il y avait un peu de tout, ça allait de la simple cartouche de fusil aux obus divers et variés. Il faut que je vous raconte l'histoire de la pièce maîtresse du musée des horreurs, qui fut découverte par un détachement précédent. Un simple morceau de métal qui dépassait légèrement du sol sur le chemin au milieu du camp. Après investigation, il s'avéra qu'il s'agissait d'un obus de mortier qui avait été progressivement déterré à force de rouler dessus avec les véhicules. Charmante découverte. Eh, c'est quoi ce truc? Aucune idée, va chercher une pelle, on va bien voir. Chapitre 2. La bête de guerre. Pendant toute la durée de l'opération extérieure, nous étions armés en permanence. Mis à part le lieutenant qui devait se contenter d'un modeste Mac 50, tout le monde avait un FAMAS chargé, prêt à l'emploi. Mais mon pote le Tonia et moi-même avions des armes supplémentaires. Le Tonia était le tireur Browning M2, son poste de combat étant le bunker à l'entrée du camp, et pour ma part, j'avais une AN F1. J'étais donc l'élément mobile disposant de la plus grosse puissance de feu. Enfin mobile, pas tant que ça. Voici un inventaire de mon équipement en ordre de combat. Pour commencer, je portais l'énorme gilet pare-balles lourd avec ses plaques de blindage et le casque Kevlar. Rien que là, déjà, t'as 15 bons kilos de matos. Mette-moi ça, on dirait une putain de tortue ninja. Ensuite, j'ai mon FAMAS, avec 6 chargeurs, 7 kilos de plus. Ma mitrailleuse à ANF1, plus 2 bandes de 200 cartouches, 20 kilos supplémentaires. Et pour finir, tu rajoutes 3 petites grenades. Donc, en gros, je devais me trimballer avec 45 kilos de matos. Ah non, 46, j'ai oublié la gourde. Non, c'est bon, j'ai pas soif. Chapitre 3. Boula Z. Un des événements les plus amusants de ces 4 mois passés en Yougoslavie fut intimement lié à la Coupe du Monde 1998. Pour fêter la victoire de l'équipe de France, le ramassis d'immonde bouffe du camp décida d'un commun accord de se raser le crâne. N'ayant absolument rien à branler du football et ayant poussé le vice jusqu'à supporter l'équipe du Brésil pendant toute la compétition, je décidai de refuser de passer à la tondeuse histoire de continuer à emmerder le monde. Alors là, si tu crois que tu vas garder tes cheveux, tu te mets le doigt dans l'œil. Ah mais non, si tu les veux, tiens, je te les donne. Bien décidé à me faire payer mon manque de patriotisme sportif et après avoir reçu l'autorisation du lieutenant, Gros cul Avrel et ce traître de Tonia décidèrent de monter une expédition punitive pour me ratiboiser perfidement la tronche par surprise dans mon dortoir. Bande de sales bâtards! Malheureusement pour eux, ces 3 bouffons avaient largement sous-estimé la difficulté de la tâche. En effet, immobiliser quelqu'un qui se défend sans le blesser est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît, et moi j'étais bien décidé à faire chier le monde jusqu'au bout. Je me suis donc débattu de toutes mes forces en distribuant des coups dans tous les sens quand ces 3 baltringues me sont tombés dessus. Leur mission était d'autant plus compliquée qu'ils ne disposaient que d'une tondeuse qui devait être branchée pour fonctionner. Oh bah c'est con, ça marche plus! Au terme d'une lutte acharnée et au prix d'un nombre conséquent d'hématomes, ces immondes lâches réussirent à me faire une misérable tonsure sur le haut du crâne. Bande de sales bâtards! Fiers de leur pseudo-victoire et désireux d'arrêter de prendre des coups, ces pleutres mirent fin aux hostilités, convaincus que ce petit trou me déciderait à me raser le crâne. Raté. Une fois le béret sur la tête, on ne voyait plus rien. J'ai décidé donc de rester comme ça, n'oubliant pas de fanfaronner au passage pour appeler à ces lamentables gueux leur cuisant échec. Ben alors les tapettes, va falloir venir plus nombreux parce qu'à 3 contre 1, vous faites pas le poids. Naïf que j'étais. Je ne réalisais pas l'ampleur des inéluctables conséquences qu'allait entraîner mon outrancière vantardise. Pendant ma permanence du lendemain, le lieutenant vint discuter avec moi. Puis l'adjoint rejoint la discussion. Puis un sergent. Et le Tonia. Ça commençait à faire beaucoup de peigne-cul dans ce shelter où personne ne venait jamais, et je réalisais un peu tard qu'il y avait traquenard. Ils étaient 4 et il y avait encore moins d'espace que lors de la sournoise attaque de la veille. La lutte était vaine. J'optais donc courageusement pour la fuite, bondissant hors de ma station telle une panthère. Vous m'aurez pas vivant, bande de bâtards! Mais la vicieuse horde était bien trop nombreuse. Ceux qui n'étaient pas encore entrés attendaient dehors embusqués comme des rats. Tout le monde avait fait le déplacement. Les chances de sauver ma moumoute fondaient comme neige au soleil. Et oui, c'est malheureux à dire, mais 9 babouins peuvent venir à bout d'un léopard. Saisi de toutes parts et totalement immobilisé, mon destin a été scellé. Laissez-moi, bande de bâtards! Aïe, aïe, aïe! Constatant avec effroi que toute résistance était inutile et voyant la tondeuse s'approcher irrémédiablement de mon crâne, je décidai d'exploiter mon unique avantage, mon intelligence supérieure. Je fis semblant de convulser pour que les excités lâchent prise. Mes extraordinaires talents d'acteur firent mouche et l'étreinte se desserra aussitôt pour me laisser respirer. C'était ma dernière chance. Profitant de l'incroyable puissance de mes cuisses surdéveloppées, je bondis à la vitesse de l'éclair pour m'échapper. Mais pas assez vite. Ces enfoirés m'ont rechopé et ravagé la tignasse sans aucune pitié. Bande de sales bâtards! Finalement, je me suis rasé le crâne comme tous ces abrutis. Chapitre 4. Ilia.
Le camp de Parich était loin de tout et paumé au milieu des montagnes, donc particulièrement vulnérable. On avait 5 commandos espagnols pour assurer la sécurité, mais les clôtures étaient tellement pourries que le camp était indéfendable. Genre là, c'est la porte d'entrée, et là, tu vois un bout de la clôture. Une putain de catastrophe, j'ai vu des pâturages pour vaches mieux sécurisés que ça. Pour vous donner une idée de l'état calamiteux de nos défenses, il faut que je vous parle d'Ilia. Ilia était un vieux paysan serbe qui habitait une ferme voisine. Depuis l'installation du camp, il entretenait de bonnes relations avec les différents détachements français qui se succédaient à Parich. Une fois par semaine, l'ancêtre nous rendait visite pour faire du troc. Il venait avec du bon pain fait maison et 2 jerrycans vides qu'on lui remplissait de gasoil. Ce qui était marrant, c'est que quand Ilia nous rendait visite, la garde le trouvait systématiquement au milieu du camp. Il arrivait toujours à entrer sans se faire gauler par les commandos espagnols, ce qui avait tendance à les énerver quelque peu. Alors si un vieux con chargé comme un mulet arrivait en plein jour à déjouer la sécurité assurée par des commandos, je vous laisse imaginer à quel point il aurait été facile pour un groupe de combat bien entraîné de venir tous nous massacrer au milieu de la nuit. Heureusement que le secteur était pacifié depuis un bon bout de temps, sinon on n'aurait pas fait long feu. Chapitre 5. La vérité finit toujours par triompher. J'étais en Yougoslavie depuis 2 semaines. C'était une matinée comme les autres. Je finissais ma permanence en fumant une clope, le regard fixé sur l'horizon. Quand soudain, Une explosion en contrebas, à environ 500 mètres du camp. Bombes, mines, roquettes, atterrissage de Superman, j'ai aucune idée de ce que ça peut être. Je cours aussitôt en zone vie pour rendre compte au lieutenant. j'ai vu une explosion, y a un truc qui a pété là-bas. Évidemment, le temps qu'il arrive avec les autres branleurs, le nuage de fumée s'est dissipé et tout le monde me traite de mythomane. C'est sûrement les Allemands qui arrivent, reste sur tes gardes. Évidemment, pendant plusieurs jours, tout le monde se relaye pour se foutre de ma gueule. Attends, y a pas eu une explosion là? Mais j'en démords pas, je sais ce que j'ai vu et je sais déjà comment je vais en apporter la preuve. Il me suffit d'un peu de patience. Quelques jours plus tard, les commandos espagnols viennent chercher le lieutenant. Ils ont chopé un intrus dans l'enceinte du camp. Toujours le même. Ilia fait sa visite hebdomadaire et je sais que sa ferme est dans la direction de l'explosion que j'ai vue. Il faut que j'arrive à lui demander s'il sait quelque chose. Le problème, c'est qu'il parle uniquement le serbe. S'engage alors un dialogue d'homme préhistorique. Là-bas, boum! Et c'est ainsi que la vérité fut rétablie et mon honneur restauré. Une vache avait pété sur une mine et j'avais vu l'explosion. D'ailleurs, ça devait être une mine anti-porte-avions parce que c'était une putain de grosse explosion. Chapitre 6. Action héroïque. Le camp de Parich disposait d'une mascotte non officielle. Alf était un chien errant qui passait le plus clair de son temps chez nous vu qu'on le gavait de bouffe. Bien que Alf fût un compagnon particulièrement sympathique, sa présence comportait un inconvénient majeur. En effet, le service vétérinaire des armées avait interdit tous les animaux de compagnie à cause de la rage qui était encore présente en Yougoslavie à cette époque. Si la présence du clébard avait été découverte, nous aurions été obligés de l'euthanasier. Et ça, c'était hors de question. Les Yougoslaves pouvaient bien s'entretuer autant qu'ils voulaient, on n'en avait rien à branler, mais par contre, on touche pas à notre chien. Nous devions donc planquer Alf à chaque fois qu'on avait de la visite. Le problème, c'est que pour cacher le kleps, on devait sortir du camp et aller l'attacher dans un enclos situé à 200 mètres à l'extérieur. Évidemment, comme il s'agissait de parcourir 400 mètres aller-retour en dehors de la zone sécurisée, c'était toujours les 3 troufions qui scoltinaient la mission de merde. Et pour une mission de merde, c'était vraiment une mission de merde. Parce qu'avec toutes les mines qui traînaient dans le coin, il n'était pas question de toucher le sol, pas même le chien. La vache qui avait pété en début de séjour nous avait bien fait prendre conscience du danger. Il s'agissait donc de sauter de rocher en rocher avec ce con de chien dans les bras pour atteindre la planque. Le camp de Parich devait être le seul endroit au monde où des soldats risquaient régulièrement leur vie pour sauver un chien errant. Et quelque part, ça me rend fier d'avoir participé à une telle connerie. Chapitre 7. L'alcool. En 1998, la plupart des militaires de l'armée de terre étaient des alcooliques. D'ailleurs, je suis pas certain que ça ait beaucoup évolué depuis. À Mostar, chaque service disposait de sa buvette. Il y avait ainsi plus de 100 bars répertoriés, et ceux concernant uniquement l'armée française. Non, parce que sur la base de Mostar, il y avait aussi l'armée allemande, l'armée espagnole et l'armée marocaine. Bon alors les Marocains, je me rappelle plus trop s'ils picolaient, mais alors les Boches et les Espingouins, croyez-moi, ils y allaient de bon cœur. Sur le camp de Parich, nous disposions donc en toute logique d'un bar, et ça picolait sévère. J'étais le plus jeune et le moins alcoolique du groupe, du coup, le grand jeu de ces abrutis était de me faire boire le plus régulièrement possible. Voici un exemple de jeu à boire militaire. Chaque soldat enfile un gilet par balle lourd. Tu bois un verre de whisky, tu touches 10 fois le sol du doigt, et tu bois un verre de whisky. Tu retouches 10 fois le sol du doigt, et tu rebois un verre de whisky. Et ainsi de suite. Ouais, en général, les jeux militaires sont pas trop compliqués, c'est spécialement adapté pour que tu puisses comprendre les règles, même si t'as un QI à 2 chiffres. Pourtant, bizarrement, plus la partie s'éternise, et plus le jeu semble se compliquer. Là, par exemple, je commence à avoir du mal à me rappeler des règles de base. Genre, faut rester debout. Évidemment, le premier qui s'écroule ou qui vomit a perdu la partie. Manifestement, ce soir-là, j'ai perdu. En même temps, il n'y avait pas trop d'espoir, je jouais contre le Polonais. Chapitre 8. La rakia.
Pendant cette OPEX, la vie était d'un monotone affligeant, toujours la même chose. 7 jours sur 7 pendant 4 mois. 8 heures de permanence où tu te faisais chier devant ta radio parce qu'il y avait jamais personne qui appelait, 8 heures d'astreinte où tu glandais quand t'avais pas de corvée à faire, et 8 heures de repos où tu glandais parce que de toute façon il y avait rien à foutre sur ce putain de camp à part jouer à la PlayStation. Les occasions de briser la routine étaient rares, alors dès qu'une opportunité se présentait, il fallait sauter dessus. À 2 kilomètres du camp, sur la route de Mostar, se trouvait la ferme du capitaine Haddock, un paysan croate. Un jour, il nous invita à venir boire un coup chez lui. Soucieux d'entretenir de bonnes relations de voisinage avec les autochtones, le lieutenant désigna une délégation d'alcooliques pour se rendre à l'apéro. Je fis des pieds et des mains pour me joindre à l'expédition. Tout le monde savait que je ne tenais pas l'alcool. Le lieutenant m'autorisa donc à y aller, mais contrairement aux autres qui avaient quartier libre, il m'autorisa seulement un créneau d'1 heure sur place. Premier voyage. Tout le monde se met en route sous un soleil de plomb. Arrivé sur place, on offre 2 jerrycans de gasoil au capitaine Haddock et il nous sort une bouteille de la spécialité locale, la rakia, une eau de vie dont la teneur en alcool varie de 40 à 80% et qui est aussi efficace pour picoler que pour déboucher les chiottes. Ratatouille parvient à communiquer avec le fermier qui parle un peu l'allemand, mais moi je capte que dalle. Du coup j'enchaîne les verres de rakia vu que j'ai que ça à faire. Mon créneau d'1 heure passe trop vite et il est déjà temps pour moi de rentrer. Je me tape la côte de 2 km en plein cagnard et j'arrive à peu près frais devant le lieutenant. Je parviens à le convaincre de me laisser repartir et il m'autorise donc un 2e créneau de beuverie. 2e voyage. Il fait beau, le paysage est sympa, là, je suis bien. Arrivé sur place, je constate que les soifards ont entamé une 2e bouteille de rakia. Je me joins à la fête et je recommence à enchaîner les shooters. 1 heure plus tard, je commence à donner de sérieux signes de fatigue. Mais c'est pas grave, il est temps de rentrer. La côte semble beaucoup plus raide et vachement plus longue. Le soleil, quant à lui, donne l'impression de taper beaucoup plus fort. Je suis à l'article de la mort quand je passe le poste de garde et je fais appel à toutes mes ressources pour paraître clair devant le lieutenant. Concentration maximum. Au prix d'un effort de concentration extrême, je parviens à ne pas bafouiller devant lui. Et étonnamment, j'arrive à négocier un 3e créneau de pochetronnerie. 13e voyage. Tout va bien, c'est une descente. Elle est un poil plus longue parce que je zigzague, mais je parviens à destination. Mais ça prend quand même beaucoup plus de temps qu'au voyage précédent. Les poches à vin ont ouvert une 3e bouteille, et tout le monde rigole en me voyant arriver en titubant. Je m'assois, et je prends un shooter de rakia. Ça va très bien. Je crache, je rentrais. Je me remets immédiatement en route. C'est un véritable calvaire. J'avance à 2 km/h. Je galère comme j'ai jamais galéré. Arrivé à mi-chemin, je suis rattrapé par la P4 blindée qui revient de la base de Mostar. À son bord, Bilbo le Hobbit et le Tonia. Bilbo, constatant mon état, m'ordonne de monter dans le véhicule. Je lui explique que c'est une très mauvaise idée et qu'il serait plus sage de me laisser rentrer à pied. En fait, je pousse pas, c'est vraiment une très bonne idée. Non, c'est même mieux, je rentre à pied. Mais ce con veut rien savoir. Il commence à me gueuler dessus et me force à grimper. Ça rate pas, il a pas démarré depuis 20 mètres que je commence à déverser le contenu de mon estomac dans le véhicule. Mais dans un souci de justice, je prendrai grand soin de dégueuler exclusivement du côté de cet abruti. À notre arrivée au camp, le lieutenant est tellement mort de rire qu'il ne prendra même pas la peine de m'engueuler. Avec le recul, il me semble évident que le petit malin avait tout manigancé depuis le début et que le résultat final avait dépassé toutes ses espérances. Je suis incapable de prendre ma permanence radio du soir, je commate pendant 10 heures et durant une semaine, tout le monde m'appellera Dégueuleman. Ainsi s'achève l'anecdote qui, à n'en pas douter, constituera pour les historiens du futur le plus glorieux fait d'armes de l'armée française. Chapitre 9. Les médailles. S'il y a une chose que les militaires affectionnent plus que tout, c'est bien les médailles, et ça, les politiciens l'ont bien compris. Ça revient beaucoup moins cher de filer des médailles que de revaloriser les salaires. Donc, au fil du temps, les dirigeants ont pris la judicieuse décision de créer tout un tas de décorations militaires pour faire oublier aux bidas qu'ils étaient payés au lance-pierre. Grâce à cet unique séjour en Yougoslavie, je recevrai 5 médailles. Dans un premier temps, la médaille de la défense nationale échelon bronze, la médaille de l'OTAN et la médaille commémorative ex-Yougoslavie. On me remettra ces 3 médailles sur place. Cette OPEX me vaudra quelques années plus tard l'obtention de 2 médailles supplémentaires. Le très pompeux titre de reconnaissance de la nation ainsi que la relativement prestigieuse croix du combattant. Alors j'ai pas combattu grand chose en Yougoslavie mais j'estime tout de même mériter cette médaille. J'ai quand même sauvé la vie d'un chien, merde c'est pas rien. On a eu droit à une cérémonie officielle pour l'occasion, un colonel a fait le déplacement en hélicoptère pour nous décorer. Ouais, le mec avait tellement rien à branler de ses journées qu'il faisait des voyages en Super Puma pour distribuer des médailles. C'est pas grave, c'est juste le fric de vos impôts. Je m'en rappelle bien parce que cet abruti m'a planté la médaille dans le pec. Une expérience particulièrement douloureuse. Je voulais planter. Oui. Pour obtenir la croix du combattant, il faut se trouver sur un théâtre d'opération à une période précise. Peu importe votre rôle, que vous soyez un pilote qui a bombardé la Bosnie en Jaguar, un membre des forces spéciales ou un lavandier qui a passé 4 mois à laver des slips, du moment que c'était en Yougoslavie durant le printemps 1998, vous avez le droit à la croix du combattant. Et oui, participer à un conflit ne se limite pas à prendre directement part au combat. Les pilotes et les bérets verts ne peuvent pas accomplir leur mission efficacement s'ils ne disposent pas de slips propres.
Pendant une guerre, tous les soldats présents sur le théâtre des opérations sont indispensables, peu importe leur rôle. Ici donc Wolf 2, on est tombé dans une embuscade dans le secteur Bravo 44, ils arrivent de partout. Besoin de renfort immédiat, on va pas tenir longtemps. Bordel, ça fait 20 minutes qu'on appelle, y a personne sur cette putain de fréquence. Chapitre 10. Le club des super copains. Alors, quand je dis que tous les soldats sont indispensables en temps de guerre, ça ne concerne pas les officiers supérieurs. Là, c'est une autre histoire. L'armée est une institution gérée par les officiers pour les officiers. C'est sûrement pour cette raison qu'en 1998, sur la base de Mostar, il y avait plus de 150 colonels de l'armée française. 150 putains de colonels sur une base. Des colonels, il y en avait partout. C'était une véritable invasion. Ça grouillait comme des cafards. Si tu tapais dans une poubelle, t'étais sûr qu'il y avait un colon planqué derrière. Et évidemment, l'immense majorité de ces corneaux ne servaient absolument à rien. Alors, pourquoi y avait-il autant de colonels inutiles sur la base de Mostar? Tout simplement parce qu'en OPEX, ton salaire, ou plutôt ta solde, est très largement supérieur à ce que tu touches en France. Du coup, les colonels de l'état-major qui décidaient des affectations s'expédiaient entre eux en opération extérieure pour amasser un maximum de pognon, et ce même s'ils n'avaient aucune utilité. Après tout, c'est pas grave, c'est juste le pognon de vos impôts. C'est quoi ton rôle à toi? Je suis le chef du dépôt de stockage des cartouches d'encre. Ah bah on va bosser ensemble, moi je suis le chef de la section d'entretien des imprimantes. Excusez-moi, vous savez où se trouve la cellule de gestion des rames de papier? C'est toi le nouveau chef? Non, moi je suis le nouvel adjoint au chef. Je suis seulement lieutenant-colonel. Et toi le bitos, passe un coup de balai. À vos ordres, mon colonel! Chapitre 11. Les chiottes. Sur le camp, nous disposions d'un unique WC, et tout ce qui concernait ces toilettes me pétait allègrement les rouleaux. Déjà, je faisais partie des 3 connards les moins gradés, qui évidemment étaient responsables des chiottes. C'est-à-dire que régulièrement on devait les nettoyer, et régulièrement on devait remplir la cuve de la chasse d'eau sur le toit avec une tétrachier de jerrycan. Ensuite, je sais pas pourquoi, mais une fois sur deux, quand t'allais poser ta pêche, t'avais une ou plusieurs guêpes qui passaient sous la porte et entraient dans les chiottes, histoire de rendre l'expérience plus fun. Et pour finir, c'était un putain de chiotte turc. Eh les Turcs, je voudrais pas être désagréable, mais putain de merde, les Romains il y a 2000 ans ils s'asseyaient déjà pour chier. Quel besoin vous avez eu d'inventer cette connerie là? En plus, vous avez l'impression d'avoir inventé quoi là? C'est un putain de trou dans le sol. Je suis sûr les hommes de Néandertal ils creusaient déjà des trous pour chier dedans 300 000 ans avant la création de la Turquie. Non mais sérieux, j'en pouvais plus hein. Au bout de 2 semaines en Yougo, j'attendais qu'une seule chose, c'était de rentrer en France pour aller faire péter l'ambassade de Turquie. Wallah ladin les Turcs, heureusement que vous avez inventé le kebab pour vous faire pardonner vos chiottes de merde là. Hein. Ouais, parce que le kebab, c'est quand même un beau cadeau que vous avez fait à l'humanité. Félicitations, les Turcs. Chapitre 12. Blessé de guerre. Le sergent Ratatouille était un colosse d'1,90 m qui ne perdait jamais une occasion de rappeler que c'était lui le plus balèze. Mais tel Achille et son talon, Ratatouille avait un point faible. Un jour, alors qu'il posait sa pêche dans nos chiottes de luxe, une guêpe passa sous la porte et le piqua sur la nuque. Le pauvre garçon a fait un choc anaphylactique et a dû être évacué du camp par hélicoptère. Oh putain, je vais crever! Allez, raconte pas de conneries, c'est une piqûre de guêpe, pas une morsure de cobra. Dites à ma femme que je suis désolé d'avoir une petite bite! Ouais, t'inquiète, on lui dira. À son retour sur le camp, il héritera en toute logique du surnom de Maya l'abeille. Chapitre 13. Démonstration de force. Pendant mon séjour, Slobodan Milosevic, président de la République fédérale de Yougoslavie, qui sera plus tard accusé de crimes de guerre, crimes contre l'humanité et de génocide, a décidé de faire une démonstration de force pour rappeler à l'OTAN qu'en Yougoslavie, c'était lui le patron. Il organisa donc de grandes manœuvres militaires avec son armée du tiers-monde. Il fit rouler ses 5 T-54 rouillés et décoller ses 3 MiG-21 pourris pour impressionner la galerie. Nous, on a trouvé ça plutôt comique, mais il se passait tellement jamais rien dans la région que l'état-major décida de marquer le coup en décrétant l'état d'alerte pendant 2 semaines. Durant 2 semaines, nous serons donc obligés de nous trimballer avec gilet pare-balles, casque lourd et le flingue en permanence. Bon, c'est pas la mer à boire, mais ça fait quand même chier, surtout quand t'es en pleine canicule. Chapitre 14. Medjugorje. La première chose que m'a dit le soldat que j'ai remplacé en Yougoslavie, c'est... Bonne chance, tu vas vraiment te faire chier. La deuxième chose qu'il m'a dit, c'est... Perds pas ton temps à chercher, le service médical a viré la morphine de toutes les trousses de secours personnelles. Il y avait beaucoup trop de comptes rendus de perte. Et la troisième chose qu'il m'a dit, c'est... Si jamais t'as un week-end de libre, va à Medjugorje. Pas à Sarajevo, pas à Dubrovnik, va à Medjugorje. C'est important, retiens bien ce nom-là. Medjugorje. En 4 mois d'OPEX, je n'ai eu qu'un seul week-end de repos. Et ce week-end, je l'ai passé sur la base militaire de Medjugorje. On avait le choix entre plusieurs destinations, mais tout le monde voulait toujours aller à Medjugorje. Medjugorje, c'est un peu l'équivalent yougoslave de Lourdes. La Vierge y a fait plein d'apparitions, et donc c'est devenu un lieu de pèlerinage. Pendant toute la durée de la guerre, aucun combat n'aura lieu là-bas. Aucun massacre, aucune bombe, pas un coup de feu, rien. La légende locale veut que la ville ait été protégée par la Sainte Vierge en personne. Le premier qui vient foutre le bordel ici,
Je le fume. Le fait est que c'était un coin super chic. Tous les politiciens véreux et autres mafieux de la région avaient leur maison de vacances à Medjugorje. Du coup, malgré tout le respect que j'ai pour la mère de notre sauveur Jésus-Christ, à mon avis, c'est plutôt ça qui a sauvé la ville. Mais si tous les bidas de Yougoslavie voulaient passer leur week-end à Medjugorje, c'était pas pour voir la Vierge Marie. La base militaire de Medjugorje avait été établie sur un camp de vacances type Club Med. Les militaires étaient donc logés dans des bungalows climatisés avec piscine et tout le tralala. La base était internationale avec des Français, des Allemands et surtout des Espagnols. Alors j'insiste bien sur les Espagnols parce que c'est très important. Faut savoir que là où il y a des Espagnols, c'est régulièrement l'orgie. Ça dansait toute la nuit, ça picolait jusqu'au coma, ça baisait dans tous les sens, c'était vraiment n'importe quoi. Sur la base de Medjugorje, tout était possible. Après avoir fait la teuf toute la nuit, tu pouvais très bien te réveiller dans un bungalow, le sourire aux lèvres, dans les bras d'une sergent espagnole. Avant que la présence dans ton dos d'un major allemand te fasse subitement comprendre pourquoi t'avais si mal au cul. Bon alors pour moi, le scénario fut malheureusement beaucoup moins original. J'ai picolé, j'ai dégueulé, j'ai repicolé, il y a eu une rupture dans le continuum espace-temps et je me suis réveillé avec la gueule de bois et des galons espagnols. Hein? Lopez? Oh putain, c'est comment que je m'appelle moi déjà? Conclusion. Voilà donc ce qui s'est passé pendant ma première OPEX. J'ai passé le plus clair de mon temps à glander devant une radio, à jouer à la PlayStation et à picoler dès que j'en avais l'occasion. Il me reste un épisode à faire pour clôturer mon service militaire et ensuite j'attaquerai une nouvelle période, ma carrière dans l'armée de l'air, qui va certainement entraîner des vagues de suicides à l'état-major des armées. Le prochain cartoon sera un War Heroes ou un Cassos de nature, j'ai déjà les deux sujets, mais je ne sais pas encore lequel faire en premier. Si vous voulez voir ou revoir mes anciens cartoons, je vous invite à aller sur ma chaîne Odyssée. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur YouTube et Odyssée.